Ces diapositives sont réalisées à la faculté des sciences d'Al-Meraz de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah pour ses étudiants inscrits en S2 des filières SMC et SMP. Eh bien, après avoir étudié les équilibres acido-basiques dans lesquels nous avons un transfert de protons H+, nous traitons aujourd'hui des équilibres de complexation. Équilibres de complexation dans lesquels nous avons un transfert d'ions ou de molécules neutres. En effet, un complexe est une espèce polyatomique dans laquelle un ion central est entouré d'ions ou de molécules périphériques. Ces ions ou molécules sont appelés ligands et leur nombre est supérieur à celui prévu par la valence de l'ion métallique central. Elles sont obtenues par la mise en commun des doublés libres portés par les ligands. Ces doublés libres sont appelés aussi sites de coordination. Et on peut avoir, dans ces exemples, nous avons cet ion cyanate qui ne peut former qu'une seule liaison avec l'ion métallique. Il est dit de ce fait monodentate. Pour l'ion oxalate, il peut en former deux, bien qu'il présente 4 sites de coordination, mais vu sa géométrie plane, les oxygènes sont situés de part et d'autre de l'axe CC, par conséquent, il ne peut former que 2 liaisons. Nous avons ici aussi l'éthylène diamine, avec ces 2 sites de coordination, et là on a l'éthylène diamine tétraacétate. Alors, si un ligand forme plus d'une liaison avec l'ion métallique central, il est dit polydentate. Lorsque on a, dans cette molécule, représentant le complexe NiNH3 6 fois de plus, on met bien en évidence le fait que la liaison est assurée entre l'ammoniac du groupe NH3 avec le Na+, par le doublet libre porté par l'azote. Lorsque le ligand forme plusieurs liaisons avec l'ion métallique central et qui l'enveloppe, on parle de chélates. Ces chélates-ci sont utilisés par exemple pour apporter les éléments mineurs aux végétaux. Comme ici, on voit bien que l'on a complexé le manganèse, le fer et le molybdène ou le zinc dans ces engrais NPK 4,8,12. Des complexes, on peut avoir des complexes avec un seul ion métallique central, mais on peut avoir aussi des complexes à plusieurs, à 2 ou à plusieurs ions métalliques centraux. Ce type de complexe est dit mononucléaire. Celui-ci est également mononucléaire, mais du fait qu'il porte plusieurs types de ligands, il est dit mixte. Dans ce complexe binucléaire, les atomes de fer sont pointés par des groupements H-. À remarquer que les métaux de transition ont, de par leur structure électronique de valence présentant des orbitales atomiques P et D, F libres, ils ont une affinité à former des complexes. Comme on le représente dans cette figure, dans laquelle si on ajoute
des ions Fer3+, ou inversement des Cn- à effet de plus, on obtient, toutes les deux sont colorées, on obtient une coloration, une solution colorée en rouge vif. C'est le complexe effet SCN. Et c'est le cas général des complexes des méthodes de transition qui sont assez colorés, tels que ce complexe qui est le sulfate de cuivre hydraté. Là, nous avons le chlorure de fer et celui de cobalt ou le sulfate de nickel. À noter que les complexes hydratés sont dotés de pouvoirs acides, ce qui est dû au fait que l'ion métallique central étant chargé positivement et de petite taille, accentue la polarisation de cette molécule H2O et, par effet électrostatique, repousse l'hydrogène qui est déjà chargé positivement et le libère dans la solution, ce qui la dote de caractère acide. Maintenant qu'on a défini les complexes et on a cité quelques-unes de leurs propriétés, nous allons apprendre à les nommer en respectant des règles de nomenclature. Eh bien, pour les ligands, lorsque le ligand est un anion, son nom porte la terminaison ou le suffixe O, tel dans le cas des cyanures, Cn-, c'est cyano, le F- c'est fluoro, chloro, hydroxo. Si le ligand est une molécule neutre, eh bien, le nom de ce ligand et le nom même de la molécule, sauf dans ces exceptions. Pour l'eau, c'est l'aqua, NH3 c'est l'amine, NO c'est l'nitrosyle et le CO c'est le carbonyle. Dans le nom du complexe doit figurer aussi le nombre de ligands, c'est-à-dire son indice de coordination. Et si c'est un seul, on dit que c'est mono, 10 c'est 2, tétra c'est 4, etc. Dans cet exemple, nous avons du chrome 2 complexé par des molécules d'eau. Et il est à charge globale positive. Eh bien, c'est un ion tétraaqua chrome 2. Lorsque le complexe est à charge globale négative, le nom du métal est suivi du suffixe -ate. Dans ce cas-là, le tétrachloro, zincate, et c'est un ion. Donc c'est l'ion tétrachloro-zincate. 2 pour indiquer le nombre d'oxydation de l'ion métallique. Alors, pour ce qui est des équilibres de complexation, on a deux catégories. Tout d'abord, les complexes globaux de complexation, ou l'équilibre global de complexation, dont le schéma général est représenté par cette équation chimique, et dans lequel un atome métallique central est lié directement au nombre maximum de ligands, pour nous donner MnL. Donc c'est l'ion métallique plus Nl donne MnL. Et on a le complexe, on a le couple donneur-accepteur MnN-M. C'est l'exemple de la complexation de Ag+ par l'ammoniac. Ag+ plus 2NH3 donne AgNH3 deux fois. C'est un complexe à
nombre maximal de ligands, c'est un équilibre global, puisqu'on peut avoir un complexe inférieur. C'est Ag plus NH3 donne AgNH3, tout simplement. Comme dans chaque équilibre, on attribue, comme à chaque équilibre, on attribue une constante. Pour les équilibres de complexation, on a la constante d'équilibre de formation est notée bêta n égale mln sur ml à la puissance n. Alors, on va maintenant voir comment disposer les différentes formes de M sur l'échelle des PL. C'est-à-dire quelle est la forme de l'ion métallique en fonction de la concentration en ligand, en solution. Eh bien, par approximation, nous supposons que toute grandeur est négligeable par rapport à une deuxième si sa concentration est inférieure au dixième de la seconde. Donc, mln est négligeable par rapport à m si sa concentration est inférieure à au dixième de celle de m. Dans ce cas, on aura log de m sur mln est égal à 1, supérieur à 1, et par conséquent, on aura un PL supérieur à log de bêta n plus 1 sur n. Donc, chaque fois que la concentration en L est telle que PL est supérieur à log de bêta n plus 1 sur n, on est dans le domaine de majorité de M, mais c'est une majorité à 90%. Comme on peut le constater sur cette figure, on a une similitude entre les équilibres acido-basiques dans lesquels la forme basique est située et majoritairement à 90% au-dessus de pKa plus 1, et la forme acide est majoritaire au-dessous de pKa moins 1. Alors pour les complexes, c'est tout à fait la même chose, et la forme métallique est située vers les PL les plus élevés, c'est-à-dire là où on a le moins moindre de concentration, où la concentration est minimale en L. Et que lorsque la concentration en L augmente, on a une complexation globale ML. Pour calculer les concentrations dans une solution représentant un équilibre de complexation, il va falloir tout d'abord être à l'équilibre. Et donc, il faut effectuer toutes les réactions quantitatives et préciser ensuite la réaction prépondérante principale, c'est-à-dire la réaction équilibrée qui fixe la concentration de la solution. Il faut adopter aussi ces approximations. C'est-à-dire que du moment qu'un complexe est très stable, sa constante de formation étant très grande, par conséquent, toute réaction de complexation est supposée totale. À l'opposé, toute réaction de dissociation est supposée faiblement avancée. À travers cet exemple qui est le complexe de ZnY de moins, Y4 moins étant les TA, eh bien, dans une solution 0,1 mol de ZnY de moins, on a cet équilibre aussi. Il y a dissociation de ZnY de moins en Zn de plus Y4 moins. Et c'est un équilibre de dissociation de constante Kd égale 1 sur bêta est égal 10 à la puissance moins 16,7. Donc c'est une très faible constante, ce qui autorise la négligence, ce qui autorise à négliger la quantité de ZnY de moins qui est dissociée. C'est-à-dire qu'on va négliger alpha par rapport à 1. Et dans l'expression de cas,
on aura C alpha au carré sur C, ce qui représente Y2 moins au carré sur C, et on aboutit à une concentration en Y4 moins, telle que PY4 moins égale 8,85. Cette concentration est située dans le domaine de prédominance de Zny2-, ce qui confirme bien la validité de notre approximation. Alors, nous traitons maintenant le cas des équilibres successifs. Pour ces équilibres successifs, on a un indice de coordination qui varie en fonction de la concentration, et que le premier complexe à former, c'est Ml. Sa constante, c'est la constante de formation du complexe Ml. Le second, c'est Ml plus L. Donc c'est, donnons Ml2, et sa constante de formation est Kf2 égale β1 sur β2. Ayons Kf2 est égal Ml2 sur Ml. Kf1 c'est Ml sur Ml. Kf2 c'est Ml2 sur Ml au carré. Eh bien, on aura un Kf2 qui est égal à β2 sur β1. Le même raisonnement nous donne les Kf3 et le Kfi ou le Kfn qui est égal à βn sur βn moins 1. L'équilibre global de complexation est la somme de tous ces équilibres, d'où sa constante de formation et le produit des constantes de formation des complexes successifs. Afin de comparer la force des donneurs-accepteurs dans les équilibres de complexation, il va falloir les disposer sur l'échelle des PKD. Les donneurs à droite, les accepteurs à gauche, et on a ici le donneur le plus puissant, le plus fort, c'est N, et l'accepteur le plus fort, c'est M, et on situe les couples donneurs-accepteurs en fonction de leur PKD sur cette échelle. Ce diagramme nous permet également de prévoir les réactions pouvant se produire au sein d'une solution. Il suffit d'y situer les différents couples et d'appliquer la règle de gamma. Pareil que pour les équilibres globaux de complexation, on va voir les domaines de prédominance selon PL dans le cas des équilibres successifs. Considérons le complexe MLI-1 plus L dans MLI. Eh bien, sa constante c'est MLI sur MLI-1L. Et si MLI-1 prédomine, c'est que MLI est inférieur au dixième de MLI-1. Ce qui donne un PL supérieur à PKD plus 1. Donc MLI plus 1 est situé au-dessus de PKDI plus 1. MLI, c'est au-dessous de PKDI moins 1. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir un domaine de majorité à 90%? Si on peut le voir à travers cet exemple, à travers les complexes AGSCN, AGSCN2, tels que AGSCN, AGSCN2 a une constante de dissociation de 7,6 pour AGSCN, AGSCN2 a une constante de dissociation de 1,5 et on les dispose sur l'échelle des PSCN. PKD1 plus 1 égale 8,6, PKD1 moins 1 c'est 6,6, PKD2 plus 1 c'est 2,5 et moins 1 c'est 0,5.
Dans ce domaine, au-dessous de P SCN est égal à 0,5, on a AG SCN2 moins, majoritairement. Entre 0,5 et 2,5, on a à la fois AG-SCN2 et AG-SCN, les deux. À PKD2 plus 1, au-dessus de PKD2 plus 1, on a AG-SCN. Pour le AG-SCN, pour PKD1, au-dessus de 8,6, on a prédominance de AG+. Ici, c'est AG-SCN qui prédomine, et entre les deux valeurs, on aura à la fois AG-SCN et AG+, en proportion non négligeable l'une par rapport à l'autre. Par conséquent, dans ce cas où P4D1 est supérieur à P4D2 plus 1, pardon, dans ce cas où P4D1 moins 1 est supérieur à P4D2 plus 1, on arrive à avoir un domaine de majorité pour AG-SCN, un domaine de majorité pour AG-SCN2 et un domaine de majorité à AG+. Ce qu'on peut représenter par cette figure, c'est le fait ou le cas où on n'a pas de majorité pour tous les composants de cet équilibre. Dans ce cas, on voit bien qu'on a ici le PKD1 et le PKD2. PKD2 plus 1 est supérieur à PKD1 moins 1. Par conséquent, dans cet intervalle, on n'aura plus de ML majoritairement, mais on aura aussi bien du ML2, du ML et du M. Et on n'aurait que deux domaines de majorité, à savoir celui de ML2 et celui de M. C'est le cas des complexes de cuivre par l'ammoniac. Dans ces complexes, aucune valeur de delta pK DI n'est supérieure à 2. Donc, on n'aura pas de domaine de majorité, on n'aura de majorité que pour ce complexe et pour cet ion métallique. Ce qu'atteste cette figure représentant les diagrammes de distribution. En effet, on n'a aucun, à part le CuNH 3, 4 fois de plus, aucun autre complexe ne dépasse les 60%. Donc, on n'aura de majorité que pour le CuNH 4 fois de plus et pour le Cu de plus. Ici, par exemple, on voit bien que, alors que lorsque la concentration en NH3 diminue, la concentration en CuNH3 4 fois diminue, mais avant qu'il y ait épuisement des CuNH3 à 90%, on a déjà la formation de CuNH3 3 fois de plus et même en grande quantité. Ici, cette intersection, l'intersection de cette courbe-là et de celle-ci donne la valeur de P4D de CuNH3 4 fois de plus. Alors, maintenant, on a étudié, on a vu le cas de la formation des complexes en présentant un seul ion à un seul ligand. Mais dans le cas où on a plusieurs types de ligands et un ion métallique, ou l'inverse, plusieurs ions métalliques et un type de ligand, il va y avoir une compétition entre les ligands ou entre les ions métalliques, comme on le constate ici. Si on ajoute, par exemple, une solution de F- à une solution du complexe FRSN de couleur rouge vive, eh bien, on va observer la disparition de cette coloration et par conséquent, on aura destruction de ce complexe et formation du complexe FF2 qui est incolore. Voyons maintenant le cas
de la compétition de deux ligands pour un même ion métallique, tel le Ca2+ ici, pour lequel Y4- et le P2O7 2- rentrent en compétition. Eh bien, d'après la valeur des constantes de formation, le complexe le plus stable est CaY2-. Par conséquent, si à une solution contenant Ca2+, on ajoute des P2O7 et des Y4-, on va avoir la formation de CaY2-, et tant qu'il y a des Y4-, le CaP2O7 ne se formerait pas. Et on ne peut observer la formation de ce complexe que lorsque il y aurait épuisement de Y4-. Donc, si un complexe plus instable que CaY2-, par exemple, tel le CaP2O7, on ajoute des Y4-, eh bien, on va former le CaY2- au détriment du CaP2O7, et sa constante est de 10 à la puissance 5,7. Ce qu'on peut représenter sur ce diagramme d'LPKT avec des gamma, tels que ici, si on a le calcium, si on ajoute du calcium à P2O7, et bien on forme CaP2O7, du Ca2+ plus Y2- dans CaY2-, mais aussi du Y4- plus CaP2O7 dans du P2O7 plus le CaY2-. Donc, tout accepteur situé, plutôt tout ligand, tout donneur situé au-dessus d'un complexe est destructible par ce ligand. Alors, pour ce qui est de la compétition entre deux ions métalliques et un ligand, on va envisager cet exemple. C'est le Y4-, les Ca2+ et Pa2+. Pareil, d'après les valeurs des bêta, le complexe le plus stable c'est CaY2-. Par conséquent, par le même raisonnement que pour la compétition entre les ligands et un ion métallique, on va avoir une destruction de ce complexe PaY2- par l'addition de Ca2+ et formation de CaY2-, suivant le gamma direct. Alors que les complexes hydratés, comme on l'a expliqué, sont dotés de propriétés acides, comme c'est le cas de FeH2O 6 fois 3+, les ligands sont basiques. Les ligands sont généralement basiques puisqu'ils sont porteurs de doublés libres, lesquels permettent de former la liaison avec l'ion métallique central. Étant basiques, ils peuvent rentrer en réaction avec un acide. Par conséquent, chaque fois qu'on a un ligand basique dans un complexe, par l'addition d'un acide, on déplace cet équilibre et on provoque la dissociation et la destruction de ce complexe. Cette réaction globale est la somme de ces deux réactions. On voit bien que pour ce complexe ayant une constante de dissociation de 10-7,2, la réaction ici de destruction de ce complexe par l'acidification du milieu est de 10 à la puissance 11,2. C'est une réaction prépondérante quantitative, elle est totale. On est aussi pour les acides faibles. Par complexation, on arrive à augmenter leur force. Si nous considérons le cas de l'acide HCN, dont l'eau il forme
des Cl- et libère des H3O+, avec un Ka de 10 à la puissance moins 9,2, donc c'est un acide suffisamment faible. Si à cet ion Cl-, on ajoute des Ag+, pour former ce complexe, eh bien on arrive à déplacer l'équilibre dans le sens de la libération totale des ions H+ par HCl. Par conséquent, sa force augmente et on voit bien qu'on a une constante de cette réaction de 10 à la puissance 2,3. Pour ce qui est de l'exemple de NH3 aussi, l'NH3 étant une base faible, eh bien NH4+, c'est un acide faible, il libère des H3O+, mais le reste, il donne un équilibre de constante 10 à la puissance moins 9,2. Cet ion NH4+, libéré en solution par l'action de NH3 sur H+, peut agir sur l'ion Ag+, et former le complexe AgNH3 deux fois plus. Ainsi, on déplacerait l'équilibre dans le sens de la dissociation de NH4+ en NH3 plus NH+. Donc ici on a NH4+, plus Ag+, libère des H+, et avec une constante de 10 à la puissance moins 5,6. Ce qu'on peut représenter par ce gamma sur l'échelle des pKd, dans lequel NH4+, complexé par Ag+, donne AgNH3, et libération de H+. Donc, pour ce qui est de l'effet de la complexation sur la solubilité des précipités, il suffit que l'un des constituants du solide forme un complexe pour observer sa destruction et sa mise en solution. Considérons ce Ma solide avec le fait que M peut former un complexe avec L pour nous donner MLN. Eh bien ici on aura Ma plus NL donne MLN plus A, et par conséquent on aurait dissocié Ma et dissoudre le solide. Et comme on peut le voir sur cet exemple de chlorure d'argent, qui est un solide, en équilibre avec Ag plus Cl-, une fois complexé par les NH3, ce Ag+, se déplace l'équilibre dans le sens de la dissociation de HCl, et on a un équilibre global dans lequel on n'a plus de solide pratiquement, puisque la constante est de 10 à la puissance moins 2,55, et formation d'un complexe qui est AgNH3 deux fois. D'une façon générale, si l'un des constituants de ce solide participe à la formation d'un complexe, on aura la dissociation et la dissolution de ce précipité, ici par formation de complexe entre Cp plus et N, et ici par formation de complexe entre A et un ion métallique. Merci.